Alice Taverne est née en 1904 à Balbigny, mais pour comprendre ce personnage hors du commun, il faut remonter à son père, Louis Taverne, né à Ambierle en 1875, qui va faire de très bonnes études qui vont le conduire jusqu'à l'oral en Polytechnique, et puis qui va avoir un travail au PLM, c'est-à-dire le chemin de fer de l'époque du Sud-Est, et il va très rapidement gagner les bureaux du contentieux du PLM à Paris, ce qui va lui permettre de réaliser un rêve d'enfant. Il voulait savoir comment les oiseaux volaient, ce qui le conduit au muséum. Il a un directeur au PLM qui est très compréhensif, qui est lui-même un polytechnicien, et qui décide qu'on pourra laisser Taverne, quand le travail le permettra, aller au muséum faire les études qu'il veut faire. Donc il étudie l'ostéologie, il reprend tous les travaux qui ont été faits sur le vol des oiseaux. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'est le début de l'aviation, et donc il y a ce combat entre les plus lourds que l'air et les plus légers. Donc Louis Taverne, lui, pense qu'il faut illustrer à partir de l'oiseau, s'imprégner de la manière dont il vole, et c'est la raison de ses études. Il établira finalement, au bout de plusieurs années, que c'est probablement en utilisant la pression atmosphérique qu'il a une possibilité de sustentation pour les oiseaux. C'est d'ailleurs à peu près la théorie qui a été ensuite retrouvée par d'autres aussi et qui est actuellement en cours. Louis Taverne alors va vivre cette vie parisienne à la fois par son travail, par ses relations, mais en visitant les musées, en allant écouter les conférences, et la petite Alice Taverne va le suivre très souvent. C'est l'enfant unique du couple. Par conséquent, elle va être imprégnée de ce milieu scientifique qui explique que ce sera son modèle pour toute la vie. Elle était en admiration devant ce père, et c'était bien légitime d'ailleurs, mais en même temps, ça va lui servir de cadre pour ses propres recherches ultérieurement. Mais c'est un personnage très effacé qui, assez curieusement, a des ambitions bien particulières à l'époque. Si l'on se replace dans les années 10 et 20, elle aurait voulu être chef d'orchestre ou astronome. Bien peu de femmes à cette époque choisissaient de tels métiers et pouvaient même accéder à de tels métiers, effectivement. Et donc, ils vont continuer cette existence. La mère va disparaître dans les années 20, ce qui va également souder davantage encore ce couple père-fille. Et en 1930, Louis Taverne, déjà un peu fatigué, décide de revenir au berceau de la famille, à Ambierle. Alice Taverne a 26 ans. Pour elle, c'est un grand sacrifice de quitter la capitale et toutes ses possibilités, mais elle considère que c'est son devoir, et elle accompagne son père jusqu'ici, à ce moment-là. Louis et Alice Taverne sont des érudits. Par conséquent, ils ne vont pas se contenter de se promener dans la campagne, ils vont être attirés par des recherches très vite. Or, Ambierle offre un champ déjà fort intéressant, du fait de son abbaye bénédictine, d'un certain nombre de substructions qui restent ici ou là, d'un camp fortifié de l'époque de l'âge du fer. Et donc, ils partent sur ces bases d'abord. Ils vont même organiser quelques fouilles, tout d'abord sur les substructions d'une villa gallo-romaine, et puis après, autour d'une chapelle qui remonte au moins au XIe siècle,
mais qui présente très rapidement dans le chantier des restes de l'époque gauloise, des poteries non tournées. Et cela, évidemment, les met dans un état d'euphorie naturellement bien compréhensif. Mais très rapidement, ils vont laisser de côté toutes ces recherches, d'autant plus que la guerre va arriver en 1939 et que par conséquent, il sera beaucoup plus difficile d'abord de vivre, tout simplement, de s'alimenter et puis de courir la campagne. Mais ils ont eu déjà, dans ces années précédentes, l'idée de constituer un musée qui permettrait à Ambièrle de montrer leurs découvertes, qui reprendrait celle de l'abbé Bouillet, mon homonyme, qui était là au début du siècle et qui avait écrit une histoire d'Ambièrle. Mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent que dans ce musée, il y ait vraiment le patrimoine que Louis Taverne a bien connu à la fin du siècle dernier, pendant son enfance, et puis qui disparaît visiblement à grande vitesse. Par conséquent, ils veulent un musée qui sera un musée, on l'appelait encore à l'époque musée de folklore, mais qu'il faut plutôt considérer comme un musée d'ethnographie, parce que leur ambition n'est pas de s'en tenir aux discours oraux, mais de recueillir des objets représentatifs, pas nécessairement d'une valeur esthétique, mais qui vont par conséquent représenter la vie rurale à Ambièrle. Alors il commence également parallèlement des enquêtes, et c'est là que nous voyons entrer vraiment en scène Alice Taverne. C'est elle qui va organiser ces questionnaires d'une manière rationnelle. Elle va beaucoup s'inspirer de la méthode d'Arnold van Gennep, qui est un dissident dans son genre, mais c'est vraiment le créateur, on peut dire, de l'ethnographie française à cette époque, et qui consiste souvent à envoyer des questionnaires, et on choisit assez bizarrement le département comme base géographique, alors que le département de la Loire n'est absolument pas une unité, disons une unité du point de vue populaire et même du point de vue humain, mais ça se fait comme cela. Donc elle va suivre ses préceptes et elle va engager cette enquête. Ensuite, il faut penser que Louis Taverne est très bien inscrit évidemment dans la commune, il connaît le dialecte, il a échangé avec ses camarades à l'école, et ils vont de cette manière obtenir vraiment en profondeur un certain nombre de dictons, d'expressions qui ne sont pas toujours perceptibles à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ils sont épaulés, soutenus par Paul Fortier-Beaulieu, qui est un maître tanneur de Roanne, et qui va les mettre en relation avec des centres de Paris en particulier. C'est ce qui leur permettra d'écrire 2 ou 3 articles dans la revue de folklore français. Et puis, il y a d'autres personnes qui gravitent autour d'eux, bien entendu, mais tout cela va être interrompu effectivement par la guerre, et c'est vers la fin de la guerre, en 1946, que Louis Taverne disparaît. Alice Taverne se retrouve seule, pratiquement sans famille, assez découragée. Pendant quelques années, elle va sombrer dans une dépression. Ce père représentait absolument tout. Et puis, elle se dit, il faut que je réalise ce que nous avions prévu, à savoir organiser ce musée, l'installer. Et ce sera donc l'étape qu'elle va ensuite aborder à partir des années 1951-52. Pour installer le musée dont ils ont rêvé avec son père, Alice Taverne doit trouver un local. Elle le veut suffisamment vaste, et ce sera la grande difficulté. Un concours de circonstances fait que des religieuses qui tenaient un petit internat
à la périphérie du bourg d'Ambierle viennent de quitter cet établissement et le bâtiment est disponible. En vendant la maison qu'elle possède à l'entrée du village, en réunissant tous ses biens, avec l'aide également de quelques amis, elle réussit donc à faire l'acquisition de cet immeuble qui est très délabré. Les religieuses sont là depuis 55 ans, n'ont pas fait beaucoup de réparations, mais Alice Taverne se lance dans cette opération d'une manière, on pourrait dire, insensée. Elle ne se rend sans doute pas compte de toutes les difficultés qu'elle va rencontrer. Elle est seule, elle n'a aucun moyen financier, elle n'a jamais eu d'activité rémunératrice, elle est valétudinaire, autrement dit, elle a toutes les malchances pour elle, mais elle a une volonté de faire, elle est absolument décidée à organiser cette exposition, et elle commence. Et au début, c'est elle qui va gratter les vieilles tapisseries dans les salles du rez-de-chaussée. C'est elle qui va, avec l'aide de quelques personnes peu douées d'Ambierle, mettre en place les meubles, les premières installations. Personne ne comprend. On la traite de folle, bien sûr, parce que d'abord personne ne sait ce qu'est un musée, mais elle va continuer contre vents et marées, et cette création douloureuse, difficile, va durer une vingtaine d'années. Il faut bien comprendre qu'elle va vivre très chichement, ne s'alimentant pour ainsi dire pas, réservant tous les petits bénéfices qu'elle peut avoir pour l'installation de ce musée, acheter du badigeon et tout ce qui est nécessaire pour l'établir. C'est donc un calvaire en quelque sorte qu'elle va vivre, qu'elle va taire, mais que certains amis comprendront. Elle en a quelques-uns qui sont restés quand même proches et qui l'ont aidée, mais bien peu quand même. Hein. Elle est fort incomprise. Alors, elle l'ouvre très rapidement, ce musée, c'est-à-dire que dès qu'elle a le rez-de-chaussée déjà sommairement installé, le musée est ouvert et la commune, les amis vont l'inciter à en faire une inauguration qui aura lieu en 1952. Elle est très hostile à cela parce qu'elle n'aime absolument pas les cérémonies, elle ne veut jamais être en avant, mais bon, elle se plie quand même à cette opération qui est vraiment l'ouverture officielle du musée. Et elle va compléter d'année en année. En 1960, elle va avoir garni les deux premiers niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage, et elle commence d'installer l'endroit où nous sommes, donc dans les combles. Elle finira par avoir une trentaine de salles plus ou moins grandes installées. C'était un peu son ambition non avouée quand même d'arriver à obtenir cet ensemble. Et elle reconnaissait elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginé au départ qu'elle arriverait à cet ensemble assez cohérent quand même. Mais en scientifique, en bonne scientifique, elle est quand même fâchée parce qu'elle a accolé des salles les unes à côté des autres et cela ne lui donne pas satisfaction. Elle imagine un plan de refonte mais qui n'est absolument pas à sa portée et malgré les aides qu'elle peut avoir à titre bénévole, cela ne permet pas évidemment de bouleverser ces premières installations qui ont un grand succès très rapidement auprès du public parce que au lieu d'exposer simplement des objets ou des objets dans les vitrines elle n'en a pas au début. Elle va réaliser, grâce aux salles de ce bâtiment, des reconstitutions d'intérieur, l'auberge, la salle du Rebouteux. Elle prend justement d'ailleurs des personnages un petit peu exceptionnels comme le Rebouteux, le guérisseur des campagnes, ou bien la couturière, ce qui est évidemment assez féminin,
mais également elle va créer une sorte d'oratoire pour présenter les saints patrons des artisans et des populations. Et donc, il faut imaginer que dans les années 50, présenter un lieu saint qui n'est pas consacré est assez bouleversant pour les populations qui sont encore fortement christianisées et qui vont être un peu ahuries de cette présentation. Alice Taverne est athée d'ailleurs, elle a là une démarche purement ethnographique. Ce qui l'intéresse, c'est de continuer à rassembler d'ailleurs des données, et elle le fait avec ses visiteurs, parce que c'est elle-même qui accompagne, au moins les premières années, et qui va déambuler dans ces couloirs que vous avez pu traverser, vêtue de 2 manteaux, parce qu'elle a froid, elle est évidemment très, très fragile, et elle va interroger ses visiteurs. Elle leur demande d'où ils viennent, de quelle commune, et c'est ainsi qu'elle va continuer son enquête à domicile, on pourrait dire, et ce qui lui permettra d'avoir une certaine renommée, parce que tout le monde parle de la demoiselle d'Ambière comme si c'était un personnage. On s'en moque un peu aussi quand même, mais en général, ceux qui parlent avec elle sont assez séduits parce qu'elle a des connaissances importantes. Il faut dire qu'elle a passé ces années d'adolescence et même après à faire des études très générales sur la préhistoire. Elle a essayé d'apprendre l'hébreu, le grec. Donc c'est une érudite qui est capable de soutenir un discours et d'élargir le champ qu'elle vient d'explorer. Il faut dire qu'un musée comme celui-ci n'est pas une exception à l'époque. Il y a dans les provinces de nombreuses réalisations de ce genre. La plupart sont faits par des hommes dans des locaux municipaux ou des châteaux. Beaucoup vont disparaître parce qu'ils vont péricliter après le décès de leur créateur. Ce ne sera heureusement pas le cas pour Alice Taverne. Elle a désigné un héritier et un successeur qui va, après sa disparition en 1969, faire une enquête, partir à la recherche des moyens qu'il faudrait pour asseoir ce musée dans la pérennité et lui donner une toute autre dimension. Alors ce sera un nouveau combat, bien entendu, qui ira jusqu'à la création d'une association intermédiaire qui sera en 1981 les Amis du musée Alice Taverne. Donc un noyau d'amis, mais également des représentants officiels, ce qui permettra d'avoir la reconnaissance du musée par la Direction des musées de France en 1982. L'association des Amis du musée Alice Taverne va permettre à partir des années 80 de grandes rénovations, déjà sur le bâtiment qui en a beaucoup besoin. C'est un bâtiment du XVIIe, XVIIIe siècle qui demande des travaux importants. Et là, nous obtiendrons le secours des collectivités locales et départementales. Et puis des rénovations intérieures, des changements dans la présentation, tout en préservant au maximum les reconstitutions d'intérieur qui ont été réalisées par Alice Taverne, chaque fois que la conservation, du moins des objets, n'était pas remise en danger. Et puis, cela permet également de nouvelles acquisitions. Spontanément, les populations du voisinage offrent des objets à la suite d'héritage ou d'une manière toute simple. Il faut faire évidemment des choix, il faut voir ce qui peut s'inscrire dans les collections. Les points forts du musée restent les usages quotidiens, et y compris donc ce qui concerne les modes vestimentaires, et les artisans, l'agriculture, la viticulture locale. C'est déjà un vaste ensemble
et chaque fois donc il faut évaluer si cet objet a sa place ou non à l'intérieur de ce musée, de manière à ce qu'il conserve son unité et ce qui avait été prévu initialement par Alice Taverne. L'idée de base, c'est de rester effectivement dans cet esprit, pas nécessairement par des reconstitutions d'intérieur. On a pu ouvrir ainsi cet étage aux expositions temporaires qui permettent de traiter beaucoup plus en profondeur tel ou tel thème. L'exposition temporaire actuelle dans laquelle nous nous trouvons retrace à la fois les origines, les 70 ans du musée, donc les fondateurs, mais également les 40 ans de l'association qui a œuvré, non seulement grâce aux 2 permanentes qui y sont, mais aussi à beaucoup de bénévoles qui ont toujours entouré l'association, qui ne comprend pas un très grand nombre de membres, mais des gens qui viennent surtout à coup de cœur et non pas nécessairement pour y trouver des avantages. Parallèlement, il a été créé en 1978 un centre de recherche que j'anime personnellement. De formation scientifique, j'ai tenu à ce que nous puissions continuer les recherches dans tout le département ou dans le Rouennais ou plus localement sur tous ces sujets de manière à engranger de nouvelles données sur tout ce qui concernait déjà le fonds Taverne. Et là, nous avons pu recueillir également des archives fort intéressantes de familles, d'érudits, et pouvoir ensuite travailler à partir de ces fonds pour faire de nombreuses publications. Donc l'exposition retrace aussi toutes les acquisitions qui ont été faites ces dernières années par l'association, et de manière à les mettre en valeur, puisque souvent ces objets sont dans les réserves et ne sont donc pas visibles. Ces expositions temporaires avaient l'avantage de renouveler l'intérêt également pour les visiteurs. Nous avons à la fois des visiteurs qui sont très attachés à trouver, à retrouver ce qu'ils ont déjà vu plusieurs années en arrière, quelquefois pendant leur enfance, et certains avaient connu encore Alice Taverne, et puis d'autre part, de voir effectivement du neuf chaque année. Mais également de créer des animations, alors à l'intention des scolaires et même des adultes, donc avec des visites organisées, des visites guidées. Ça nous a permis aussi pendant de nombreuses années de greffer sur la visite du musée une visite du village et une visite commentée du prieuré d'Ambierle et de la prieurale qui contient un certain nombre de trésors du XVe siècle. Donc toutes ces activités ont donné une toute autre dimension au musée que ce que pouvait faire évidemment une personne seule, et c'est grâce à l'appui, encore une fois, des collectivités locales et départementales, voire régionales, que nous avons pu arriver à ce résultat actuellement.